Tout le monde connaît le jeu League of Legends. Si tu penses que c'est simplement un 5v5 avec des champions inventés au hasard, alors tu te trompes complètement. Que ça soit les champions, les objets de la boutique, certains lieux du jeu ou encore même les dialogues, tout a un sens et je vais tout te révéler. Alors, si tu te sens prêt, prends place. Je vais te raconter l'histoire complète de League of Legends. En fait, je vais prendre l'apparition de l'Empire Noxien comme base pour situer un petit peu tous les autres événements. Donc, si t'as suivi, ici, l'an 0, c'est l'apparition de Noxus. Et tout ce qui se passe avant, ça va être tant d'années avant Noxus, et tout ce qui se passe après, ça va être tant d'années après Noxus. Alors, mini précision, comme je vais raconter l'histoire entière de l'univers, je risque de citer pas mal de noms de personnages. Et pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je préciserai à chaque fois le rôle et l'implication de chacun. Au début, il n'y avait que le néant du vide, ni temps, ni espace, ni matière, rien. Mais un jour, l'univers apparut, et c'est avec ce souffle de création que sont nés les tout premiers célestes. Des êtres puissants et immortels. Ils prirent différentes formes. Bard était par exemple un voyageur des étoiles. D'autres prirent la forme de dragons célestes, comme Aurelion Sol. Ce dragon a commencé à créer des univers, forgeant ainsi des étoiles. Et c'est autour de l'une de ces étoiles que Runeterra, la planète où se déroule notre histoire, est apparue. Alors le monde de Runeterra a commencé à être peuplé par des dieux et démons primitifs, ainsi que des Yordles. Parmi eux, on retrouve notamment le dieu Nagakaburos, qu'il a eu vénère et utilisera plus tard en combat. Vous savez là, c'est les espèces de tentacules qui sortent du sol. On retrouve également Fiddlestick, qui est un démon primitif, et encore Fizegnar. Certains d'entre eux créèrent les tout premières civilisations et permirent aux premiers Runeterrans de survivre. Petit point explication. Alors je vais faire simple. Dans le lore du jeu, on peut diviser la réalité en trois. On a donc du coup le monde physique, celui dans lequel nous sommes. Ensuite, il y a le monde des morts. Et pour finir, il y a le néant. Alors tout ce qui est humain, Yordle, Yeti, demi-dieu et même démon, et ben, en gros toutes les races de Runeterra, sont associées au monde physique. Par contre, on a le monde des morts. Et donc ça, vous l'avez compris, c'est le monde des morts, qui est associé aux âmes, aux fantômes, etc. Donc certains personnages assez puissants peuvent quitter cet endroit quand ils sont morts, comme Mordekaiser. Et pour finir, on a le néant, qui est aussi à part et tente en permanence d'envahir le monde physique. 9000 avant Noxus, la grande guerre entre titans et mortels. Cette guerre laisse des reliques d'un temps mystérieux et révolu. C'est un petit peu vers la même période que Freljord, donc la Terre de Glace, fut colonisée. C'est vers ces âges très reculés que les tout premiers demi-dieux de Freljord apparurent. Parmi eux, on retrouve par exemple Ornn, qui est le dieu des forges, Anivia, la déesse du froid et des vents, ou encore Volibear, l'incarnation de la fureur des tempêtes. Ces divinités protègent les terres de glace où de nombreux héros de légende verront le jour plus tard, comme par exemple Ashe, ou encore Braum, ou même Sejuani. Mes trois sœurs, Avarosa, Serilda et Lysandra, virent le jour. Elles étaient animées d'un seul objectif, obtenir des pouvoirs divins et unifier Freljord. Sauf que les divinités déjà présentes se dressèrent sur leur route. Lysandra a perdu d'ailleurs la vue suite à un combat face à Volibear. Après leur défaite, les trois sœurs furent approchées par des êtres issus du monde spirituel, les veilleurs, qui leur promirent pouvoir et immortalité. Leur vrai but, c'était de créer un passage pour qu'ils puissent envahir le monde. Voilà. 8000 avant Noxus, la guerre des trois sœurs. Après avoir vaincu les anciens dieux du Nord grâce au pouvoir des veilleurs, il y a eu une querelle qui a éclaté entre les sœurs et ça a dégénéré en très grand conflit. En fait, Lysandra, elle voyait aucun problème à l'arrangement fait avec les veilleurs, alors que les deux autres sœurs, oui. La bataille finale eut lieu aux portes de la citadelle de Lysandra, au-dessus de l'abîme hurlant. Et ce lieu doit très certainement vous dire quelque chose, parce que c'est là même où se déroulent vos batailles d'Aram. Et oui, on dit quoi? On dit merci P pour cette information, je vais m'abonner et liker car la vidéo est vraiment géniale. Merci. Reprenons. Durant cette bataille, Lysandra prend conscience du danger qu'apportent ces êtres spirituels, et pour empêcher qu'ils rentrent dans le monde physique, elle prit la décision de plonger dans la glace une très grande partie des terres de Freljord, piégeant de nombreux êtres comme Gnar et des Yétis. C'est aussi à peu près vers ce moment-là que Vel'Koz, qui est le tout premier néantin, est né. Il a été créé par les veilleurs et en gros il est un petit peu à leur image. Son but c'est de réunir un maximum de connaissances pour pouvoir créer en fait d'autres néantins qui seront meilleurs et plus adaptés pour envahir le monde. Votre espèce m'intrigue. Vous cherchez aussi la connaissance, la plus grande des ressources. 6000 ans avant Noxus, migration vers l'ouest. Des colons venus de toutes parts du monde arrivèrent en terre shurimienne. Ces personnes s'installèrent sur ce continent mais également sur les îles aux alentours. On peut citer une île sur laquelle des fanatiques du dieu des océans, Nagakaburos, toujours le copain d'Eloil, se sont regroupés. On retrouve également par exemple les îles bénies où Maokai, qui est un esprit de la nature, se trouve, ou encore même un port avec la déesse du vent Janna. En fait, ces différents lieux seront plus tard, ça vous le verrez, des lieux de changements radicaux et de guerres destructrices. 5000 ans avant Noxus, l'âge
l'âge d'or de Shurima. Cette période elle est assez intéressante parce que c'est durant ce moment-là que on voit l'émergence du tout premier grand empire sur Runeterra. Guidés par les manifestations de Targon, en préparation pour une guerre inconnue, d'anciens Shurimiens utilisèrent le disque solaire pour créer les tout premiers transfigurés. Ces êtres nobles étaient vénérés comme des dieux vivants, et l'empire qu'ils étaient sur le point de créer durerait des millénaires. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux disque d'or? Pour faire simple, c'est un artefact hyper puissant et hyper grand qui utilise la lumière du soleil pour transformer un simple mortel qui est élu en être quasi divin appelé les transfigurés. En fait, ce sont des demi-dieux qui n'ont que pour objectif que d'aider leur souverain et leur empire. Alors parmi ces transfigurés, certains sortent du lot et je suis sûr que vous les connaissez parce qu'il s'agit de Nasus et Renekton qui sont en fait deux frères dans le lore. Et oui, on voit que les transfigurés, c'est vraiment des références à l'Égypte antique, si vous vous demandez. Donc les dieux à tête d'animaux, là c'est tête de chacal et tête de crocodile. 2000 ans avant Noxus, la guerre du vide. Alors le problème, quand on est une très grande nation et un empire hyper puissant, c'est qu'en fait il y a des états rivaux qui résistent toujours et encore. L'un d'entre eux, qui est vraiment désespéré face à ce puissant empire, n'a pas d'autre choix que de libérer le néant. Alors vraiment c'est la pyrité, mais au début, il y a quelques résultats espérés qui se réalisent. Jax et certains soldats qui sont contre Shurima donc parviennent à repousser des élus et à gagner quelques batailles. Mais rapidement, la faille du néant finit bien vite par créer de plus en plus de problèmes. Par exemple, des villes sont détruites et de nombreux habitants furent tués. D'ailleurs, Zilean, en fait il vient d'une de ces villes et il tente grâce à son pouvoir de remonter le temps et empêcher toute la destruction. En fait, il a mis certaines personnes de sa ville en stase et depuis il essaye toujours de trouver une solution, mais bon, il n'y arrive pas. Même la magnifique Shurima ne pouvait rivaliser avec les forces du chaos. Les élus, êtres quasi divins, ne pouvaient repousser en permanence les ordres de monstres déferlant sur les terres. 2000 ans avant Noxus, la chute de Shurima. Parlons maintenant du dernier empereur de Shurima, Azir. En fait, c'est le tout premier dirigeant à s'auto-déclarer élu. Lorsqu'il fit la cérémonie d'ascension, son esclave et meilleur ami prit sa place au dernier moment et se transformait en sorcier du mal. Cet homme, vous le connaissez très certainement sous le nom de Xerath. Et en fait, pour obtenir encore plus de pouvoir, le sorcier il a aspiré l'énergie du grand disque d'or, le faisant s'écraser sur la capitale, réduisant tout à l'état de poussière. Et Azir est tué à ce moment-là. Pour arrêter Xerath, Nasus est obligé de l'enfermer avec son frère Renekton dans une tombe scellée à jamais. Tombe qui sera d'ailleurs réouverte quelques temps plus tard par Cassiopeia et une autre personne. Je le reprécise ici, mais en fait, il faut que vous compreniez que tous les événements que je vous raconte ici, ils sont jamais figés à jamais. Quand il y a un personnage qui meurt à un moment dans le lore, il y a énormément de chances pour qu'en fait, après, il revienne à la vie. De toute manière, vous allez voir, il y a d'autres exemples dans la suite, vous verrez. 2000 à 550 avant Noxus, la grande guerre des Darkins. Privés de but et terrifiés par tout ce qu'ils venaient d'endurer face au néant, de nombreux transfigurés virent leur corps et leur esprit peu à peu corrompus. Bah oui, puisque maintenant qu'il n'y a plus leur capitale et leur roi, ils savent plus vraiment quoi faire. Ils se nommèrent alors Darkins et soulevèrent des hordes de guerriers mortels pour conquérir le monde. Et petit fait intéressant, l'immortalité procurée par le disque d'or est ressentie par Nasus comme une sorte de malédiction au cours du temps. Lui, il fait que constater la destruction de son empire, ne pouvant rien empêcher face à ça, même s'il se bat tous les jours. Petit jeu. Quel champion est un Darkin et peut-être à tout moment enfermé dans son arme? C'est Aatrox, bravo! Lui et d'autres de ses semblables ont appris la magie du sang, permettant de reformer leur corps à partir des hématies. Vladimir, c'est d'ailleurs le tout premier humain à maîtriser cette technique, le rendant quasiment immortel. Mais alors, comment se termine cette guerre? Certaines forces célestes, voyant d'un très mauvais œil ces Darkins, forgèrent des armes dans lesquelles les démons furent enfermés. C'est d'ailleurs vers cette époque que Panthéon est né. Une fois, il a même combattu Aatrox, l'enfermant dans son arme. Rast, qui est la version de Cain mais en corrompu, lui fut enfermé dans sa faux. Varus, quant à lui, le tout dernier Darkin, fut enfermé dans son arc, clôturant la longue guerre des Darkins. Petite précision, en fait les Darkins ils sont toujours bel et bien vivants. En fait, si un mortel trouve l'arme prison, il se fera corrompre et le Darkin prendra possession de son corps, jusqu'à trouver un mortel un petit peu plus solide pour le posséder à son tour, etc. etc. 400 avant Noxus, le règne du revenant de fer. Sanuzel était un chef de guerre très puissant et renommé. Un jour, il fut tué. Alors, ce qui est assez marrant avec ce Sanuzel, c'est que toute sa vie, on lui avait dit que quand il mourrait, il irait au Valhalla. Sauf que il meurt et il se retrouve pas au Valhalla. Du coup, il prend le seum et il commence à crier hyper fort à travers les voiles entre les royaumes. Ce qui fait qu'il y a un clan de sorciers qui l'entend et qui se dit que ce serait pas mal de le ramener d'entre les morts pour se servir de lui comme arme en fait. Sauf que le Sanuzel, qui est maintenant en Mordor-Kaiser, il était bien plus fort. Il a obligé ces mêmes sorciers à le rendre immortel. Mais genre littéralement, c'est-à-dire que dès que le roi immortel se fait tuer, il revient à la vie. Son âme est d'ailleurs restaurée dans son armure et Mordor-Kaiser commence une croisade pour créer son propre empire. Il construit alors le bastion immortel au centre de celui-ci. Et petite anecdote, mais il me semble que c'est vers ce moment-là que Veigar il a été capturé
capturé et torturé durant de nombreuses années, et ça serait un petit peu à l'origine de ses pouvoirs. Ce fut finalement après de grandes alliances des tribus Noxi que le roi immortel fut vaincu. Il parvinrent même à l'empêcher de revenir à la vie, le piégeant ainsi dans l'au-delà. Et encore une fois, précision supplémentaire, Mordekaiser, il est pas vraiment mort, vous l'avez compris, c'est-à-dire que son immortalité, elle résidait dans le fait qu'il fallait avoir son squelette entièrement complet, sauf que pour le vaincre, les soldats de Noxus, ils ont volé une partie de son squelette, ce qui fait que à tout moment, si des gens réassemblent tout le squelette de Mordekaiser, il peut revenir à la vie. Ce qui fait que, encore une fois, rien n'est figé et tout peut recommencer. 25 avant Noxus, la destruction des îles bénies. Alors là, je vais vous raconter un de mes passages préférés, parce qu'on va s'attaquer une partie du lore sur Viego, qui explique notamment ses pouvoirs dans le jeu. Alors à la base, Viego c'était un petit peu un roi qui était juste et bon. Il régnait sur un royaume, donc tout ce qu'il y avait de plus normal. Mais un jour, il fit la rencontre d'une couturière dont il tomba follement amoureux. Et rapidement, le royaume commença à mal aller, car le roi ne se souciait que de sa reine. Un complot fut d'ailleurs organisé, et Viego passa à 2 doigts de la mort, échappant de peu à la tentative d'assassinat le visant. Sauf que, sa femme, elle a pas eu cette chance, et elle mourut quelques temps plus tard. Le jeune roi, fou de chagrin, chercha tous les moyens possibles pour ressusciter sa bien-aimée. Il apprit un jour qu'en plongeant dans l'eau bénite sa femme, il pourrait peut-être la ressusciter. Il mena alors une expédition, mais souilla l'île et libéra les ténèbres à tout jamais. Donc maintenant, Viego c'est devenu le roi déchu, régnant sur la brume et sur les îles obscures. Il a le pouvoir de voler l'âme de ses victimes et de prendre leur apparence pour ensuite les soumettre. Et sous ses ordres, on retrouve par exemple Kalista et Ekarim, qui sont 2 de ses généraux, mais du coup corrompus par la brume. Mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est que certains se dressent tout de même contre ce tyran maléfique, comme Gwen et sa brume sacrée, ou encore plus tard, Senna et Lucian, et même d'autres personnages du lore, durant certains événements spéciaux. Mais on en parlera peut-être plus tard. 13 ans avant Noxus, les guerres runiques. Je vais pas trop m'attarder sur cet événement, parce que en fait, on n'a pas énormément de données, et comme la vidéo commence à être un petit peu longue, je vais pas tout complexifier. Suite à la perte d'Elia, de dangereux artefacts magiques tombèrent entre de mauvaises mains. Sur l'étard de Quom, le renommé mage Tyrus et son apprenti Ryze furent témoins de la toute première attaque dévastatrice des guerres runiques. De vision qui entra les cauchemars de Ryze pour le reste de son existence. Alors de ce qu'on sait, les pouvoirs des runes, c'est un petit peu le pouvoir de détruire tout et n'importe quoi. Ainsi, de nombreux habitants, ils ont fui tous ces conflits et ils ont trouvé refuge dans une espèce de forêt magique. Et c'est un petit peu vers ce moment-là qu'ils fondèrent la toute première ville démacienne. C'est d'ailleurs à cette époque que Kayle et Morgana, donc 2 sœurs, sont nées. La guerre se termina finalement, car les derniers sorciers s'étaient plus ou moins autodétruits. Le démon nocturne est créé comme un sous-produit de la magie de l'ombre et chasse sans relâche chaque mage, mettant fin à leur sombre domination. En 0, la naissance de Noxus. Ça y est, nous y voilà. Après les retombées de la guerre runique, les nombreuses tribus Noxi, toujours alliées, décidèrent de former l'empire de Noxus. C'est d'ailleurs un petit peu vers cette date-là que les principaux empires du monde de Runeterra sont apparus. Je pense notamment à Demacia, à Piltover ou encore Bingewater, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Quant à Demacia, elle commence à accueillir ses tout premiers champions et protecteurs. Je pense notamment à Orlon et son marteau, qu'il léguera à Poppy plus tard, donc le marteau qu'elle utilise dans le jeu. Kayle et Morgana aussi vinrent aider la cité, et du coup l'alliance des 2 sœurs fut prise comme emblème, c'est-à-dire qu'on a l'épée de Kayle entourée des ailes de Morgana. Un petit peu plus tard, c'est Galio qui est créé. Son but c'est un petit peu d'être le bouclier protecteur de la ville. De nouveau, un petit quiz. Quels sont les 3 champions associés à Demacia? Ok, alors on a d'abord Fiora, c'était un petit peu la moins évidente. Ensuite on a Garen, le plus évident, et on a sa sœur Lux. Et oui, plutôt intéressant, n'est-ce pas? 349. Noxus devient une puissance impériale. Après une série d'annexions forcées ainsi que la chute de Dragon Gate, la force de Noxus grandit à la hauteur de ses ambitions. Les maisons nobles jurèrent, bien que cela puisse prendre un millénaire, d'unifier toutes les nations de Runeterra sous la même bannière, et ont élu un grand général pour mener les armées à la victoire. En fait, la réalité c'est que l'empereur de Noxus c'est un petit peu une sorte de pantin, c'est-à-dire qu'il est dirigé dans l'ombre par toutes les familles puissantes, ainsi que la Société de la Rose Noire créée par Leblanc et Vladimir. 772, tragédie sur la rivière Pilt. Les clans marchands, contrôlant les routes commerciales entre Valoron et Shurima, ont accéléré la construction de vastes accès convoyeurs. Cependant, les fouilles pour accéder à ces portes du soleil ont miné l'ancien port de zone, plongeant des ponts entiers de la ville dans des cavernes sans lumière. C'est un petit peu vers cette époque que Piltover en est. 787. Alors que de plus en plus de chercheurs de fortune débraillés s'échouaient sur leur côte, les missionnaires du Buru
ont accordé refuge à ces étrangers dans les baies de leur île. En fait, à partir de ce moment-là, on sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, sauf qu'au bout d'un moment, la colonie elle s'est développée et elle finira par devenir la ville portuaire tant aimée qui s'appelle Bilgewater. Cette ville sera célèbre pour la piraterie, notamment avec Miss Fortune, mais surtout Gangplank, la terreur des mers. Et aussi, je suis pas sûr à 100% de l'info que je vais vous donner, mais je crois que Pike vient également de là. 984, invasion d'Ionia. Suite à de nombreuses années de repérage et de préparation, le grand général Boran Darwyl ordonna une occupation à grande échelle de Ionia par les forces noxiennes. Bien que rencontrant initialement peu de résistance, l'avancée brutale des hordes de guerre à travers les provinces a rapidement donné lieu à de féroces représailles de la part des diverses milices ioniennes. Parmi les résistants, on retrouve des champions que vous connaissez très certainement. On a Singe, Riven, Yasuo, Yone ou encore Irelia, Kennen et même Zed. En fait, on se rend assez vite compte que Noxus, c'est un petit peu le méchant de l'histoire, parce que on a de très nombreux guerriers qui s'allient ensemble pour combattre cet empire. Je pense notamment à Udyr, à Lee et même à Sona, qui sont pas forcément liés à Ionia, donc en fait ils ont techniquement aucun intérêt à se battre contre Noxus. Mais à l'inverse, on a certains champions qui décident de rallier la cause noxienne et qui sont élevés dans l'amour de l'Empire, comme Darius et Draven. Et il est temps de parler de mon personnage préféré, Jericho Swain. Au début, c'est un simple général de l'armée noxienne. Il est parvenu à grandement étendre son influence sur Ionia. Durant une bataille, il se fait couper le bras par Irelia. Grâce à sa puissance, il prend le contrôle de Rome, le démon des secrets. Son bras est perdu et remplacé par un bras démoniaque. Donc là, si vous avez bien suivi, toutes les attaques du jeu de Swain, elles sont liées à son démon des secrets. C'est-à-dire que le R, par exemple, c'est sa libération démoniaque, et ben il libère le démon. Je me dis que si Irelia lui avait jamais coupé le bras, peut-être qu'il n'aurait jamais eu ses pouvoirs démoniaques et il serait peut-être pas aussi puissant dans le jeu en fait. Sauf que, de retour à Noxus, il est renvoyé. En 989, Swain revient et s'empare de la ville. Malgré son renvoi déshonorant de l'armée, l'ancien général Swain a fait un coup d'état dans la capitale noxienne, tuant l'ancien général. I have the vision to see what others cannot. The monsters of today will be the heroes of tomorrow. And by my hand will Noxus rise once more. En moins d'un an, Swain a réduit considérablement l'influence des maisons nobles. Il a également mis en place le conseil de l'Atrifarix pour gouverner l'Empire. Alors c'est un système qui est assez intéressant parce qu'il prévoit 3 dirigeants pour gouverner, mais sauf que les dirigeants sont à des postes différents, pour éviter toute corruption de la Rose Noire ou des familles nobles. Alors parmi ces dirigeants, on le retrouve lui en tant que vision, on retrouve également Darius en tant que bras armé, et le 3e dirigeant est inconnu à ce jour. Swain a d'ailleurs stoppé les conquêtes sur Ionia, préférant conserver les quelques territoires durement gagnés plutôt que de risquer de tout perdre. Il faut que je vous avoue quelque chose. Techniquement, l'histoire de Runeterra et donc des champions de League of Legends s'arrête à peu près là. Quoique, en fait, concernant les événements principaux, je vous ai un petit peu tout raconté. Là où on en est dans l'histoire, c'est un petit peu considéré comme les événements qui se produisent de nos jours. Mais en fait, il y a pas mal de petites histoires dont j'ai pas forcément parlé, parce que ça change rien à l'histoire globale du monde de Runeterra. Par exemple, pour ceux qui aiment bien Akali, il lui arrive pas mal d'aventures avec Shen et une académie de ninja. Pour ceux qui aiment Borom, Sejuani ou encore Ashe, ils vivent des aventures avec Olaf à Freljord. Et je pourrais aussi vous parler de toute la clique de Piltover, alors accrochez-vous bien avec Jinx, Vi, Kathleen, Jace, Heimerdinger, Warwick, Twitch, Renata Glass, Urgot, Echo, Zig et même Zeri, sans oublier Oriana ou même Zac. Mais toutes ces histoires, elles sont déjà racontées dans Arcane ou elles seront racontées plus tard. Parce que je le rappelle, mais toute cette clique vient de Piltover, donc on les verra certainement prochainement. Alors si vous avez apprécié mon travail, vous pouvez vous abonner, mais aussi vous pouvez me demander de faire un épisode 2 où je reviendrai plus en détail sur tous les champions de notre époque actuelle et je vous raconterai leur histoire, donc tous les champions dont j'ai fait la liste tout à l'heure. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bisous bisous.